Quand mon manager a donné ma promotion aux favoris du bureau, j'ai souri, cessé de résoudre leurs bugs de serveur, et je suis parti. 5 jours plus tard, j'avais 147 appels manqués. Le smartphone posé sur l'îlot de cuisine en acajou ne cessait de vibrer. Lundi après-midi, Y avait 62 appels manqués. Mercredi, le chiffre avait grimpé à 89. Vendredi matin, alors que le soleil commençait à projeter de longs rayons dorés à travers les fenêtres de la cuisine, le total atteignait exactement 147. Chaque vibration contre le plan de travail en marbre envoyait une petite vague silencieuse de profonde satisfaction dans ma poitrine. J'étais assis dans ma robe de chambre confortable, une tasse fumante de café noir à la main, regardant la pelouse méticuleusement entretenue de ma maison de banlieue, et j'observais de loin l'ensemble de l'infrastructure numérique de mon ancienne entreprise commencer à s'effondrer. Ma femme, Hélène Dubois, entra dans la cuisine, enroula ses bras autour de mes épaules et rit de l'appareil qui buzzait incessamment. Elle savait exactement ce qui se passait, et elle soutenait pleinement la guerre silencieuse que je menais. 5 jours plus tôt, j'avais franchi les portes vitrées de Horizon System avec rien d'autre qu'une petite boîte en carton d'effets personnels et un sourire calme et connaisseur qui avait laissé tout le monde dans le hall complètement déconcerté. Je m'appelle Marcel Dubois. J'ai 55 ans, et pendant les 8 dernières années, j'avais été le pilier absolu des opérations techniques chez Horizon System. Nous fournissions des solutions logicielles d'entreprises critiques à plus de 1000 clients, allant des autorités de transport municipal aux réseaux de santé régionaux. Pendant 8 ans, j'avais silencieusement, diligemment et expertement maintenu leur architecture back-end fragile et vieillissante grâce à des scripts d'automatisation personnalisés, des sessions de débogage de nuit et une pure volonté. J'étais architecte système principal en titre, mais en pratique, j'étais le seul gardien de leur stabilité opérationnelle. J'ai grandi dans une famille ouvrière où le travail acharné était la seule monnaie qui comptait. Cette éducation m'a inculqué un sens profond de l'intégrité, la conviction que l'on fait le travail correctement, que l'on prend soin des personnes qui dépendent de vous, et que l'on attend de son employeur qu'il reconnaisse ce dévouement. Mais le monde de l'entreprise ne fonctionne pas selon la logique ouvrière. Il fonctionne selon la perception, la visibilité et la politique. Mon manager était un homme nommé Julien Leclerc. Julien était le genre de cadre qui prenait une voix forte pour du leadership et une adhésion à un club de golf pour une vision stratégique. Pendant 4 ans, Julien m'avait tenu la promotion d'architecte système principal devant moi comme une carotte. À chaque évaluation annuelle, il louait mon exécution irréprochable, mes métriques de disponibilité incroyables et mes connaissances techniques inégalées. Puis il disait que la promotion arrivait au prochain trimestre, ou au prochain exercice fiscal, ou après le prochain grand lancement de produits. J'avais conçu une refonte complète de notre pipeline de déploiement, un projet qui permettrait à l'entreprise d'économiser plus de 450 000 $ par an. Julien a adoré la proposition. Le conseil d'administration l'a approuvé. Julien m'a serré la main et m'a dit que la promotion était pratiquement garantie. Puis, il a eu Jérôme Bernard. Jérôme avait rejoint l'entreprise 20 mois plus tôt. Objectivement parlant, Jérôme était un développeur de niveau moyen incroyablement ordinaire. Il écrivait du code fonctionnel, mais il lui manquait une compréhension architecturale profonde. Si un serveur plantait, Jérôme regardait les journaux dans un état de déroute complète. Mais Jérôme avait un talent singulier, c'était un maître du théâtre d'entreprise. Il se portait volontaire pour chaque comité visible, il organisait les happy hours du vendredi, il jouait 18 trous de golf avec Julien chaque samedi, et il ne manquait jamais une occasion d'utiliser avec assurance des mots-clés dans les réunions plénières. Je n'ai jamais reproché à Jérôme sa sociabilité, le réseautage et une compétence. Ce que je ressentais profondément, c'était l'hypothèse de la direction selon laquelle le charme de Jérôme équivalait à une capacité technique. Le tournant est arrivé un mardi matin apparemment ordinaire. Julien avait convoqué une réunion d'urgence du département. J'étais assis dans la salle de conférence, mon carnet ouvert, m'attendant à l'annonce formelle de ma promotion et au lancement de la refonte de l'infrastructure que j'avais passé des mois à concevoir. Au lieu de cela, Julien se tint devant la salle, rayonnant d'une fierté imméritée, et annonça que le nouvel architecte système principal serait Jérôme Bernard. Ces mots me frappèrent comme un coup physique à la poitrine. Jérôme parut momentanément surpris, puis esquissa un sourire brillant, se leva et livra un discours lisse et rodé sur la synergie et la dynamique d'avance. J'applaudis poliment. Je garda mon visage entièrement neutre. Mais intérieurement, le dernier fil de ma loyauté envers Horizon System se rompit. Après la réunion,
Julien Maître traîna dans son bureau au mur de verre. Il évita de m'être regardé directement dans les yeux, fixant plutôt un point juste au-dessus de mon épaule gauche. Il Maître dit que si mes compétences techniques étaient phénoménales, le nouveau rôle exigeait de fortes compétences relationnelles, un charisme client et la capacité d'interagir avec les parties prenantes de la direction. Jérôme, prétendit-il, avait les bonnes compétences relationnelles pour la vision stratégique, alors que l'entreprise avait désespérément besoin de moi pour rester exactement là où j'étais pour gérer l'exécution. En traduction d'entreprise, cela signifiait que Jérôme recevrait le crédit et l'augmentation de salaire massive, alors que je continuerais à faire tout le gros travail pour mon salaire actuel. Je souris, dis à Julien que je comprenais complètement, et retourna à mon bureau. Je ne criais pas. Je ne fis pas de scène. Je m'asseyais simplement à mes deux écrans et m'être lancé dans un calcul froid et méticuleux. Je vérifiais mes finances, Hélène et moi avions été frugales, notre hypothèque était presque remboursée, et nous avions assez d'économies pour vivre confortablement pendant plus de 2 ans sans un seul salaire. Je savais exactement ce que je devais faire. J'avais 55 ans, au sommet absolu de mes prouesses techniques, et je refusais de passer un jour de plus à construire des empires pour des hommes qui m'être traités comme une utilité jetable. J'allais partir, et j'allais le faire avec une précision chirurgicale. Assis à mon poste de travail, je commençais à inventorier exactement ce qui faisait fonctionner l'infrastructure de Horizon Systems si fluidement. Au cours des 8 dernières années, j'avais écrit des dizaines de scripts d'automatisation très complexes et incroyablement efficaces. Ces scripts surveillaient les charges des serveurs, capturaient les blocages de bases de données avant qu'ils ne se cascadent en panne catastrophique. Équilibraient dynamiquement le trafic pendant les heures de pointe et résolvaient automatiquement les erreurs de synchronisation au milieu de la nuit. Aucun de ces outils ne faisait partie de ma description de poste officielle. On ne m'avait jamais demandé de les construire. En fait, j'avais écrit chaque ligne de ce code d'automatisation à la maison, sur mon ordinateur portable personnel, pendant mes week-ends et mes soirées. Je l'avais fait simplement parce que je détestais être biffé à 3 heures du matin pour des problèmes qu'un algorithme astucieux pouvait réparer instantanément. Cette distinction était absolument critique. En vertu de la loi fédérale sur le droit d'auteur, spécifiquement le titre 17 du Code des États-Unis, section 106, le créateur d'une œuvre originale fixée sur un support tangible d'expression détient les droits exclusifs sur cette œuvre. Parce que j'avais écrit le code sur mon temps libre, en utilisant mon propre équipement personnel, et entièrement en dehors du cadre de mes fonctions d'emploi formel, Horizon Systems ne possédait pas ces scripts. Je possédais le droit d'auteur. J'étais le seul propriétaire légal de la propriété intellectuelle qui maintenait actuellement leur plateforme de plusieurs millions de dollars hors d'un effondrement sous son propre poids. Julien savait vaguement que j'avais automatisé certains processus, mais il n'avait absolument aucune compréhension de l'échelle ou de la propriété légale du code. Pendant 3 heures, j'ai travaillé méthodiquement et silencieusement. Je n'ai rien supprimé, la suppression de biens de l'entreprise serait du sabotage, et je suis un professionnel. Au lieu de cela, je suis simplement connecté au serveur et j'ai systématiquement désactivé chacun de mes scripts propriétaires. J'ai modifié les calendriers d'exécution afin qu'ils ne s'exécutent plus. J'ai restauré les équilibreurs de charge à leur configuration d'usine par défaut, exactement comme ils étaient avant que je ne les optimise. J'ai supprimé les déclencheurs de mise à l'échelle dynamique. J'ai ramené toute l'infrastructure fragile à l'état exact dans lequel elle se trouvait avant que je ne passe des années à la renforcer silencieusement. Elle était complètement fonctionnelle, mais elle ne possédait absolument aucune marge de sécurité. Au moment où un pic de trafic frappait, ou qu'une requête de base de données restait bloquée trop longtemps, le système céderait, et il n'y aurait pas de filet de sécurité invisible pour le retenir. Il devrait compter sur les compétences relationnelles de Jérôme Bernard pour réparer les pannes matérielles des serveurs. Une fois les filets de sécurité complètement désarmés, j'ai rédigé une lettre de démission courte et formelle. Elle faisait 2 paragraphes. J'y déclarais que je démissionnais de mon poste avec effet immédiat, et conformément à mon contrat de travail, je renonçais volontairement à mes 2 dernières semaines de salaire au lieu de donner un préavis standard. J'ai imprimé le document, l'ai signé avec un stylo noir épais, et suis allé directement dans le bureau de Julien. Il était en conférence téléphonique, penché en arrière dans sa chaise ergonomique chère, tournant un tee de golf entre ses doigts. J'ai placé la lettre précisément au centre de son bureau. Il baissa les yeux, et en moins de 3 secondes, tout son comportement s'effondra. Il coupa hâtivement son appel et Maître regarda avec des yeux grands et paniniques. Il exigea de savoir ce qui se passait, demandant si c'était à propos de la promotion.
il offrit désespérément de discuter d'une augmentation de titre, peut-être d'une minoritaire augmentation de salaire, maître suppliant d'être raisonnable et de prévoir au moins une période de transition standard. Je garda ma voix parfaitement égale, dépourvue de toute émotion. Je l'informai que ma décision était définitive, que mes effets personnels étaient déjà emballés et que je quitterais les lieux dans les 15 minutes. Quand il essaya d'invoquer la loyauté envers l'entreprise et l'immense projet de déploiement à venir, je lui rappelai poliment qu'il venait de promouvoir un architecte système principal hautement capable qui était sans doute équipé pour gérer l'exécution stratégique de toutes les opérations techniques. Le silence absolu qui suivit cette déclaration fut le plus beau son que j'avais entendu en 8 ans. Je sortis du bureau de Julien, ramassa ma petite boîte en carton et me dirigea vers l'ascenseur. Quelques développeurs juniors levèrent les yeux, la confusion peinte sur leur visage. Je leur fis un signe de la main polie et leur souhaitai bonne chance. Jérôme était introuvable, probablement occupé à réseauter à la cafétéria. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, m'être séparant des lumières fluorescentes d'une entreprise qui avait constamment sous-estimé ma valeur, je sentis un sentiment accablant de profonde libération. Je rentrai chez moi, m'être versé un verre de thé glacé, m'asseyis sur mon patio arrière avec Hélène et écoutai simplement les oiseaux chanter. C'était un magnifique mardi après-midi, et pour la première fois en près d'une décennie, j'étais entièrement libre du poids écrasant d'une responsabilité non appréciée. Mais je savais que la tempête arrivait. L'infrastructure que j'avais laissée derrière moi était une bombe à retardement de dette technique et d'inefficacité manuelle. Horizon System servait des réseaux municipaux et d'énormes entreprises de logistique, ils exigeaient une disponibilité absolument irréprochable. Sans mes scripts d'automatisation propriétaires maintenant ensemble l'architecture fragile, ce n'était qu'une question de temps avant qu'une anomalie mineure standard ne dégénère en une panne catastrophique. J'avais quitté l'entreprise entièrement légalement, en respectant chaque clause de mon contrat, mais j'avais pris ma propriété intellectuelle avec moi. Maintenant, il devait naviguer dans les eaux turbulentes de la gestion des logiciels d'entreprise en comptant entièrement sur le charme et le charisme d'un homme qui ne pouvait pas écrire une requête de base de données fonctionnelle pour sauver sa propre vie. La première vague de panique frappa dès le lendemain matin. À exactement 8h15 mercredi, mon téléphone vibra avec un appel de Julien. Je le laissai sonner. Un message vocal suivit immédiatement. Son ton était tendu, tentant de paraître décontracté mais échouant misérablement. Il me demanda si je pouvais consacrer 10 minutes pour une brève conversation concernant certaines configurations anciennes que Jérôme avait du mal à localiser. Je supprima le message. À midi, Julien avait appelé 4 fois de plus. Dans l'après-midi, Sophie Garnier, la directrice des ressources humaines, tenta de m'être joindre 2 fois, laissant des messages vocaux formels demandant un entretien de départ d'urgence pour discuter du transfert de connaissances critiques. Le transfert de connaissances est un terme d'entreprise pour l'extraction de l'expertise qu'il refusait de payer tant que vous étiez encore un employé. Je l'ignorais complètement. Jeudi, la situation est clairement passée d'une légère confusion à une détresse opérationnelle sévère. L'écran de mon téléphone s'alluma avec des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des ingénieurs appelant de leur appareil personnel parce que j'avais bloqué les lignes principales de l'entreprise. Édouard Montaigne, le directeur de la technologie, m'appela personnellement. Édouard était un homme qui opérait entièrement dans la stratosphère de la direction générale. En 8 ans, il m'avait parlé exactement 3 fois, principalement pour s'attribuer le mérite des rapports de disponibilité irréprochables que j'avais générés. Maintenant, il laissait des messages vocaux urgents exigeant un rappel pour discuter d'un arrangement de consultance lucratif. Julien laissa un autre message, sa voix tremblant légèrement, m'offrant explicitement $350 de l'heure juste pour m'être connecté à distance et diagnostiquer une erreur de réplication de base de données qui stallait tout leur flux de travail. Je gagnais auparavant $75 de l'heure. C'était incroyablement validant de voir ma valeur marchande soudainement multipliée par près de 5 au moment où mon absence s'est fait sentir. Pendant que Horizon System était occupé à panquer, je sécurisais proactivement mon avenir. J'ai passé le jeudi matin à peaufiner mon curriculum vitae, soulignant les gains d'efficacité massifs et les records de disponibilité que j'avais atteints. J'ai contacté une chasseuse de tête exécutive fiable, Rachel Fournier. Rachel essayait de m'être débauché depuis près de 2 ans. Moins de 3 heures après lui avoir envoyé mon portefeuille mis à jour, elle m'appela avec un enthousiasme énorme. Elle avait obtenu un entretien accéléré pour vendredi matin chez Pinacle Dynamics, un concurrent direct et très respecté de Horizon System. Pinacle était connu dans l'industrie pour traiter ses talents d'ingénierie senior comme de la royauté absolue.
Il valorisait la profonde expertise technique plutôt que les manœuvres politiques. Vendredi matin, la situation chez mon ancien employeur avait dégénéré en catastrophe complète. Je m'être suis réveillé, et préparé mon café et m'être suis assis à l'îlot de la cuisine avec Hélène pour revoir les notifications. IY avait maintenant 147 appels manqués. J'ai ouvert mon fil de réseau professionnel et j'ai vu le chaos silencieux se dérouler en temps réel. 24 clients grands entreprises de Horizon System connaissaient des pannes de service sévères et prolongées. Les systèmes de récupération automatisés ne se déclenchaient pas parce qu'ils étaient désactivés. Les blocages de bases de données s'accumulaient, paralysant les portails de gestion de la relation client pour les hôpitaux et les autorités de transport. Jérôme Bernard, le garçon en or aux compétences relationnelles irréprochables, était entièrement incapable de diagnostiquer la cause principale. Il pouvait sourire aux parties prenantes, mais il ne pouvait pas démêler une matrice de données corrompue. Vendredi après-midi, Édouard Montaigne appela à nouveau, et cette fois, je décida de répondre. Sa voix était incroyablement tendue, dépourvue de toute sa bravade d'entreprise habituelle. Il passa outre toutes les formalités et se lança directement dans une négociation désespérée. Il admit qu'il faisait face à des violations catastrophiques de leurs accords de niveau de service. Il m'offrit immédiatement le poste d'architecte système principal, en court-circuitant complètement l'autorité de Julien. De plus, il offrit une augmentation de salaire massive de 40% et une prime de signature substantielle si je revenais simplement et stabilisais la plateforme. Jérôme, mentionna-t-il décontractément, serait discrètement transitionné vers un rôle de gestion de projet non technique où ses compétences en communication seraient plus appropriées. C'était exactement la promotion et la reconnaissance que j'avais réclamées pendant 4 ans, offertes sur un plateau d'argent né de la désespération absolue. Mais je m'être souvenu d'une conversation que j'avais eue avec mon grand-père Y à plusieurs décennies. Il m'avait dit qu'Y a une différence massive et fondamentale entre être nécessaire et être valorisé. Un employeur qui ne vous offre une place à table que lorsque sa maison brûle ne valorise pas votre expertise, il a simplement besoin d'un pompier pour éteindre les flammes afin de pouvoir continuer à vous ignorer. J'ai calmement dit à Édouard que j'appréciais l'offre extrêmement généreuse, mais que je poursuivais d'autres opportunités et n'avais aucune intention de revenir chez Horizon System, quelles que soient les circonstances. La désespération d'Édouard se transforma rapidement en frustration, et il fit une erreur tactique fatale. Il m'informa froidement qu'ils n'avaient pas réellement besoin que je revienne, ils avaient simplement besoin que je leur remette les mots de passe administratifs du répertoire d'automatisation propriétaire que j'avais verrouillé afin que leur équipe d'ingénieurs puisse réactiver les scripts. Il prétendit que le code appartenait à l'entreprise et insinuait une action en justice si je retenais des composants d'infrastructures critiques. Je souris, sentant l'adrénaline d'une certitude absolue m'envahir. Je l'informa que le code en question avait été développé entièrement sur mon temps personnel, en utilisant mon équipement personnel, et n'était absolument pas considéré comme un travail pour location. Je lui souhaitais la meilleure des chances pour résoudre ses pannes et terminer l'appel, le laissant regarder dans l'abîme de sa propre gestion monumentale. Le week-end apporta l'inévitable escalade. Horizon System, perdant des revenus et faisant face à des pénalités massives de la part de clients furieux, décida de tenter de prendre ce qu'il ne pouvait pas acheter. Samedi matin, je reçus une alerte d'un daemon de surveillance dormant que j'avais installé sur mon serveur personnel. Quelqu'un du réseau Horizon System tentait activement de forcer l'accès au dépôt cloud crypté où je stockais les itérations de sauvegarde de mes scripts d'automatisation. Julien et Jérôme essayaient désespérément de contourner les protocoles de sécurité pour copier ma propriété intellectuelle et la déployer pour sauver leur système en panne. Ils croyaient que la nécessité de l'entreprise leur donnait le droit de simplement saisir mon travail personnel sans permission. Il allait apprendre une leçon très chère et très publique en droit fédéral de la propriété intellectuelle et les conséquences de leur arrogance. J'ai immédiatement contacté un avocat très agressif en propriété intellectuelle nommé Maître Marc. Je lui ai fourni les journaux horodatés prouvant que j'avais développé les scripts à la maison, l'historique de validation lié à mon matériel personnel et les journaux de serveurs montrant Horizon System tentant un accès non autorisé. Maître Marc a rédigé une mise en demeure brutale et étanche. Il a cité explicitement le titre 17 du Code des États-Unis, section 106, qui accorde aux titulaires du droit d'auteur les droits exclusifs de reproduire, de distribuer et d'exposer l'œuvre protégée par le droit d'auteur. La lettre a officiellement notifié Édouard Montaigne et le service juridique de Horizon System que les scripts d'automatisation étaient la seule propriété intellectuelle de Marcel Dubois. Tout accès, copie ou déploiement non autorisé de ces scripts constituait une violation intentionnelle du droit d'auteur fédéral, entraînant des dommages statutaires pouvant aller jusqu'à $150 000 par infraction.
Maître Marc a remis la lettre électroniquement au Conseil général d'Horizon lundi matin, juste au moment où j'entrais dans le hall épuré et moderne de Pinacle Dynamics pour mon entretien en personne. Alors que je serrais la main de Rachel Fournier et du directeur de l'ingénierie, Daniel Lefebvre, mon téléphone vibra dans ma poche. Je savais exactement ce que c'était. L'équipe juridique d'Horizon avait sans doute examiné la mise en demeure, examiné ma documentation inattaquable et informé Édouard et Julien qu'ils étaient entièrement hors jeu. En vertu des dispositions strictes de la section 106, ils n'avaient absolument aucun droit légal d'utiliser mon code sans un accord de licence formel. Ils ne pouvaient pas le voler, ils ne pouvaient pas le copier, et ils ne pouvaient certainement pas l'utiliser pour réparer leur serveur en feu. Mon entretien chez Pinacle Dynamics fut une révélation. Daniel Lefebvre ne m'a pas posé de questions sur mon handicap au golf ou ma capacité à synergiser avec les parties prenantes. Il m'a posé des questions brutales et très complexes sur l'architecture des systèmes distribués, l'optimisation de la latence et les protocoles de récupération après sinistre. Nous avons passé 2 heures en profondeur dans les détails techniques, dessinant des diagrammes d'architecture sur un grand tableau blanc. Ils ont respecté mon expertise. Ils ont valorisé mes 8 années d'expérience éprouvées au combat. Lorsque l'entretien s'est conclu, Rachel Fournier m'a traîné dans un bureau privé et n'a pas hésité. Elle m'a remis une lettre d'offre sur le champ. Pinacle Dynamics m'a offert le titre d'architecte principal senior. Le package de rémunération était étonnant, un salaire de base de $265 000, des bonus de performance substantiels et une subvention en actions massives. C'était près de 3 fois ce que je gagnais chez Horizon. J'ai signé la lettre d'offre sur le champ, ressentant un profond sentiment de vindication. Quand je suis retourné à ma voiture, j'ai vérifié mes emails. Il avait un message urgent du conseiller juridique général d'Horizon, avec Édouard Montaigne en copie. Le ton avait changé des demandes agressives à une capitulation complète. Ils ont reconnu mon droit d'auteur en vertu de la loi. Cependant, ils étaient complètement incapables de stabiliser leur plateforme sans mon code. Ils ont demandé un accord de licence formel étage à court terme pour utiliser mes scripts pendant qu'ils transitionnaient vers une nouvelle architecture. J'ai appelé Maître Marc, et nous avons établi les conditions. J'ai accepté d'accorder à Horizon System une licence stricte, non exclusive, de 6 mois pour utiliser mes scripts d'automatisation protégés par le droit d'auteur. Le coût de cette licence temporaire était un paiement unique et non négociable de $120 000, payable immédiatement par virement bancaire. Horizon System n'avait aucun levier, aucune capacité technique pour reconstruire rapidement les outils, et des clients qui menaçaient de résider des contrats de plusieurs millions de dollars. Ils ont signé l'accord de licence mardi matin. Mercredi après-midi, les $120 000 étaient sécurisés sur mon compte de retraite. J'avais réussi à instrumentaliser la loi fédérale pour non seulement protéger ma propriété intellectuelle mais pour forcer l'entreprise qui m'avait sous-estimé à payer une prime massive pour le privilège de survivre temporairement sans moi. La décision de Julien Leclerc de promouvoir un amateur charmant au lieu d'un vétéran expérimenté avait coûté à son entreprise d'immenses dommages réputationnels, des clients furieux et des frais de licence massifs et imprévus. Ce fut la vengeance la plus parfaite et légalement immaculée que j'aurais jamais pu orchestrer, exécuter sans faille et entièrement au-dessus de tout soupçon. Mon intégration chez Pinacle Dynamics fut entièrement fluide. La culture d'entreprise était complètement étrangère à ce que j'avais enduré pendant 8 ans. Chez Pinacle, le talent en ingénierie était traité comme le moteur principal de l'entreprise, et non comme une dépense nécessaire à minimiser. Quand j'ai demandé un logiciel de diagnostic avancé, il a été approuvé en 10 minutes. Quand j'ai proposé une restructuration radicale de notre pipeline de traitement des données, Daniel Lefebvre a assigné une équipe de 4 brillants développeurs juniors pour m'aider à construire le prototype. J'étais respecté, j'étais soutenu, et surtout, j'étais mis au défi. Je suis retrouvé à m'être réveillé chaque matin vraiment enthousiaste à l'idée de résoudre des problèmes d'ingénierie complexes, dépourvus des politiques toxiques et épuisantes qui avaient lentement écrasé mon esprit lors de mon précédent emploi. Le niveau de courtoisie professionnelle que j'ai vécu fut presque accablant au début, mais je suis rapidement adapté à un environnement où la logique et la compétence étaient réellement récompensées plutôt que la posture sans intérêt et le fait de serrer des mains. En 6 mois, mes contributions à la stabilité et à l'efficacité de la plateforme Pinacle furent incontestables. J'avais réussi à mettre en œuvre la mise à niveau du pipeline, réduisant considérablement nos coûts de cloud computing tout en améliorant simultanément les temps de réponse. La direction exécutive a immédiatement reconnu l'impact. J'ai été convoqué à une réunion avec le directeur général et Daniel Lefebvre.
Ils n'ont pas fait de promesses de récompenses futures ou ne m'ont pas fait poireauter avec des calendriers vagues. Ils m'ont formellement promu au poste de directeur de la fiabilité de la plateforme, élargissant mon équipe à 12 ingénieurs et augmentant encore mon package de rémunération. J'avais 56 ans, et ma carrière accélérait plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait dans la Transienne. Hélène et moi avons célébré avec des vacances de 2 semaines en Toscane, entièrement déconnectées du monde numérique, profitant de la paix d'esprit absolue qui découle du fait de savoir que l'on est valorisé. À travers le réseau très serré de l'industrie, j'ai occasionnellement entendu des mises à jour concernant les répercussions en cours chez Horizon Systems. La période de transition avait été totalement brutale pour eux. Malgré le paiement de l'énorme frais de licence pour utiliser mes scripts, il manquait de la compréhension architecturale fondamentale pour les maintenir ou les adapter correctement à mesure que les besoins de leurs clients évoluaient. Ils ont subi une immense défection de clients, perdant 3 de leurs plus grands contrats municipaux au profit de concurrents. Le conseil d'administration a exigé des comptes pour les pannes désastreuses et les pertes financières. Édouard Montaigne avait désespérément besoin d'un bouc émissaire, et Julien Leclerc était la cible la plus commode. Julien fut discrètement dépouillé de son autorité managériale et réaffecté à un poste interne sans avenir, isolé en toute sécurité de toute décision d'infrastructure critique. Il perdit son prestigieux bureau d'anglais furent légués à un cubicule dans les niveaux du sous-sol. Quant à Jérôme Bernard, ses célèbres compétences relationnelles n'ont finalement pas pu masquer son incompétence technique lorsque les serveurs étaient réellement en feu. L'équipe d'ingénierie perdit complètement confiance en son leadership quelques semaines après mon départ. Reconnaissant qu'il était entièrement dépassé, Jérôme demanda volontairement un transfert hors du département d'ingénierie. Il décrocha un poste dans les ventes techniques, un rôle où sa capacité à réseauter, à jouer au golf étage à parler avec assurance en utilisant des mots-clés était en fait un atout légitime. Je n'avais aucune rancune envers Jérôme. C'était simplement un homme qui jouait le jeu de l'entreprise, le vrai échec appartenait à une structure de gestion qui priorisait l'apparence plutôt que la substance. Avec le recul, le jour où Julien m'a refusé cette promotion fut incontestablement la plus grande bénédiction professionnelle que j'ai jamais reçue. S'il m'avait donné le titre, j'aurais passé les 10 années suivantes à travailler 80 heures par semaine, à maintenir leur système fragile, stressé, épuisé et vastement sous-payé. Leur trahison a brisé ma complaisance. Elle m'a forcé à reconnaître l'immense valeur de ma propre expertise et à comprendre que la loyauté est une transaction qui doit être mutuellement bénéfique. Je leur avais donné 8 ans de dévouement absolu, et ils avaient répondu par le manque de respect. Alors, j'ai pris mon dévouement, mon expertise et ma propriété intellectuelle protégée par la loi fédérale, et je suis parti. J'ai toujours une capture d'écran de l'historique des appels de mon téléphone de ce vendredi matin chaotique, affichant fièrement les 147 appels manqués. Je la garde dans un dossier sécurisé sur mon ordinateur portable, non pas par amertume, mais comme un rappel silencieux et puissant de ma propre valeur. Quand une entreprise considère votre compétence tranquille comme acquise, elle suppose que vous absorberez simplement l'indignité et continuerez à faire le gros du travail. Elle ne s'attend jamais à ce que le professionnel discret comprenne pleinement ses droits légaux, fasse ses cartons et enlève calmement les piliers invisibles qui maintiennent toute l'opération. Le titre 17 du Code des États-Unis, section 106, s'est révélé être une arme beaucoup plus efficace que n'importe quel email furieux ou discours de départ dramatique. Ce fut le bouclier ultime contre l'exploitation en entreprise. À tous ceux qui maintiennent silencieusement les lumières allumées pendant que d'autres s'approprient le crédit, à tous ceux à qui l'on a dit qu'il manquait des traits politiques spécifiques requis pour l'avancement bien qu'ils fassent le travail de 3 personnes, écoutez ceci clairement. Ne laissez pas la direction dicter votre valeur. Documentez vos réalisations, comprenez les limites légales de votre propriété intellectuelle, et n'ayez jamais peur de quitter une table où le respect n'est plus servi. Votre compétence est incroyablement précieuse, et il y a un vaste marché d'entreprises désespérées pour une véritable expertise.